Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, fidèles téléspectateurs, tous qui nous suivez sur la CLT, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission École du Savoir, une émission qui vous propose des entretiens autour de la Bible. Nous allons rédiger les touches à la société. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, fidèles téléspectateurs, chers internautes, vous tous qui nous suivez sur la CLTV, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission École du Savoir sous notre branche Parle-nous Pasteur, où nous recevons l'homme de Dieu, le révérend pasteur Christian Kassongo, le pasteur fondateur des églises évangéliques L'Eau de Vie. Il travaille en collaboration avec d'autres ministères, entre autres la Bonne Sémence à Anvers. Il est aussi cofondateur du CCRC, le Centre chrétien de la restauration de couple. Et en plus de cela, notre pasteur fait des études scientifiques, raison pour laquelle nous avons fait appel à lui pour pouvoir nous expliquer tous les termes ou les thèmes qui touchent à la médecine, à la science. Alors, l'autre fois, nous avons débuté notre émission autour du thème les AVC. Aujourd'hui, c'est la suite et nous allons continuer. Entre-temps, je m'en vais saluer notre pasteur. Bonjour, mon révérend. Bonjour, maman Tati. Et merci pour votre présence ici. Si nous nous réunissons aujourd'hui, c'est pour la suite des AVC. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui a été l'objet de l'émission de la fois passée, parce que nous avons parlé des causes de l'AVC. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel là-dessus? Merci. Effectivement, la fois dernière, nous avons abordé ces sujets ô combien importants et surtout qui secouent un peu des familles. Toute personne dans le monde d'aujourd'hui est de près ou de loin en contact avec des victimes de l'AVC. Oui. Donc c'est un sujet moderne. Oui. La fois passée, j'ai souligné que des personnes n'en parlaient pas trop, peut-être parce qu'il n'y avait pas beaucoup trop de cas d'AVC, mais notre façon de vivre a tellement été modifiée que ces genres de maladies deviennent également beaucoup plus récents, fréquents. Donc, les personnes sont de plus en plus sujettes à des attaques comme ça. Oui. Et alors, c'était l'occasion pour nous d'expliquer c'est quoi l'AVC, oui, qui est l'accident vasculaire cérébral. Quand il y en a beaucoup, bien sûr, c'est des accidents vasculaires cérébraux. Et c'était l'occasion pour parler des facteurs favorisants. Qu'est-ce qui provoque l'AVC et y a-t-il plusieurs types d'AVC? Alors, avant de parler des facteurs favorisants, nous avons développé l'aspect qu'il y a des AVC qui sont ischémiques et des AVC hémorragiques. Vous me demanderez c'est quoi ischémique? Ischémique, ça veut dire simplement qu'il y a eu un obstacle, il y a eu une sorte d'occlusion, et cette occlusion a empêché à la suite du vaisseau d'être vascularisé. Donc le sang est arrivé à un certain niveau, l'obstacle a empêché au sang de continuer. Et la zone du cerveau qui n'a pas été vascularisée, qui n'a pas été irriguée, donc n'ayant pas reçu l'oxygène nécessaire et les nécessaires qui circulent dans les sangs pour nourrir nos cellules, notamment ici nous parlons des cellules du cerveau, les cellules vont mourir. Donc la partie ischémisée, c'est la partie qui n'a pas reçu les sangs parce qu'un obstacle a été en aval, il a bloqué et le reste du cerveau n'a pas été vascularisé. Une fois qu'il n'est pas vascularisé, il y a nécrose du tissu. Souffrez encore que j'utilise ces genres de jargon, mais j'expliquerai à chaque fois. Nécrose, ça signifie qu'il y a des cellules mortes. Les cellules sont mortes. Nos cellules vivent avec ce que le sang leur apporte, y compris les cellules du cerveau. Donc, quand ils ne sont pas vascularisés, ils meurent. Là, nous sommes en train de parler donc d'un AVC ischémique. C'était l'heure de parler des obstacles. Les obstacles, pardon,
des AVC ischémiques, c'était quoi? Nous avons parlé des cholestérol, nous avons parlé des caillots, c'était expliqué et détaillé la fois passée. Et puis nous avons parlé aussi des AVC hémorragiques. Donc, les restants de la partie du corps, du cerveau qui ne reçoit pas les sangs, ne les reçoit pas seulement parce qu'il y a un obstacle, mais il peut ne pas les recevoir parce que que j'utilise un mot vulgaire, les tuyaux a explosé. En fait, le vaisseau a éclaté, les sangs coulés, les sangs à l'intérieur du cerveau. En ce moment-là, on parlera d'un AVC hémorragique. Alors, qu'est-ce qui fait que les vaisseaux cérébraux, les vaisseaux sanguins qui vascularisent les cerveaux puissent éclater, puissent se rompre? C'est dû à quoi? Alors, nous avons parlé des choses qui fragilisent le vaisseau. Entre autres, j'ai vraiment mis l'accent la fois passée sur l'anévrisme. C'est un anévrisme qui est une zone de faiblesse dans un vaisseau sanguin. J'ai démontré cela avec un sachet, tel un sachet qu'on a appuyé, on a fait une pression dessus et qui est devenu faible. Quand il y aura une circulation dessus, cette partie affaiblie va être la première à éclater. Maintenant, il y a des gens qui ont cette malformation de naissance, d'autres c'est peut-être dû à des gènes familiaux, d'autres c'est peut-être dû à une mauvaise alimentation, d'autres il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener des anévrismes aussi. Mais en tout cas, ceux-là, ils ont des vaisseaux qui ont des zones de faiblesse. Alors, ces zones de faiblesse, une fois que la pression est très forte à l'intérieur d'un vaisseau, les vaisseaux pètent. Et les sangs coulent à l'intérieur du cerveau. Ce qui amène au même résultat que l'autre partie du cerveau ne reçoit plus les sangs, non pas parce qu'il y a un obstacle, mais parce qu'il y a eu écoulement. Il y a eu rupture d'anévrisme, alors le cerveau est privé de l'oxygénation, amenant les mêmes conséquences, des nécroses des tissus, mort des tissus. Ça aussi, c'est un AVC. Donc, c'est par là que nous étions arrêtés en expliquant les deux différentes sortes. Et nous avons touché le cause des AVC, parmi lesquels nous n'avons pas vraiment raté de parler de la sédentarité. C'était l'occasion de réveiller les paresseux. C'était en même temps l'occasion de rappeler à ceux qui travaillent. Ils ne sont pas paresseux, mais ils travaillent longtemps assis. En étant assis, cela n'aide pas. Nous sommes longtemps assis, nous restons beaucoup trop longtemps sédentaires. Même ceux qui aiment rester longtemps allongés. En fait, tout ça, ça n'aide pas. La sédentarité est un ennemi de la santé. Ça n'aide pas et ça peut favoriser des formations de caillots et des choses qui peuvent amener à des AVC. Nous avions parlé aussi d'un ennemi. Alors, c'est un ennemi terrible parce qu'il tue beaucoup. C'est le tabac, la cigarette. Le tabagisme est un ennemi, alors je dirais des points. Beaucoup de personnes, fumeurs, ne se rendent pas compte à quel point la fumée, la cigarette, détériore la qualité de leur vaisseau sanguin. Je rappelle toujours dans notre introduction ici qu'il est question de l'AVC. Un accident vasculaire, ça veut dire qu'il concerne les vaisseaux cérébraux du cerveau. Quand le vaisseau du cerveau ne sont pas bien entretenus, quand le vaisseau, l'intérieur de ces vaisseaux qui permet la circulation du sang dans notre cerveau, quand ils sont abîmés pour cause de la cigarette, il ne faut pas s'attendre à un miracle. Les fumeurs sont sujets à des AVC. Parce que la fumée détériore la qualité, la résistance même de leurs vaisseaux sanguins. Ce n'est pas seulement au niveau du cerveau, partout dans leur corps. La cigarette, elle est mauvaise, mauvaise, mauvaise à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous parlons du cerveau, donc je ne vais parler que du cerveau. Mais la cigarette est mauvaise pour tous les corps. Hormis la cigarette, nous avons parlé aussi du diabète, que c'est aussi un facteur favorisant de l'AVC. Comment expliquer ça? Je l'ai dit en quelques mots, qu'une personne qui est diabétique a un taux de sucre très élevé. Or,
ces taux de sucre très élevés, c'est simplement parce que le sucre n'arrive plus à rentrer dans les cellules, faute de ce que les pancréas libèrent, ça s'appelle l'insuline, pour permettre à ce que les sucres rentrent dans la cellule. J'avais dit que c'est la clé. Et quand il n'y a plus de sécrétion d'insuline, ou très peu d'insuline, la cellule résiste à l'entrée de l'insuline pour les cas de personnes en surpoids. Cette résistance, donc j'ai même par là distingué deux sortes de diabète. Type 1, il n'y a plus de sécrétion d'insuline parce que les cellules sont abîmées. Type 2, il y a sécrétion d'insuline, mais très peu, ou soit résistance parce que la personne est obèse. Dans ces cas-là, dans tous ces deux cas-là, les sucres traînent dans les vaisseaux. Le simple fait que les sucres traînent dans le vaisseau et en grande quantité, ça détruit la qualité des vaisseaux. Parce que le glucose va attaquer, le glucose va affaiblir les vaisseaux et cela peut être sujet à des sérieux problèmes de santé tels que des AVC aussi. Et il y a plein d'autres raisons qui peuvent être liées à cela. Et pour avancer aussi, nous avons dit que les personnes qui ont des problèmes de cœur, des problèmes qui ont des arythmies, des difficultés au niveau de leur cœur, des maladies cardiaques, ça peut favoriser la formation d'un caillot au niveau du cœur gauche, parce que c'est le cœur gauche qui envoie le sang au niveau de l'aorte. Et une fois que le caillot est formé, il monte dans le cerveau, pouf, AVC ischémique. Donc le caillot va bloquer la circulation et la personne aura des dégâts. Nous avions parlé aussi du cholestérol. Voilà, c'est un rappel un peu. Alors, l'excès de cholestérol, c'était l'occasion de faire un petit coucou aux personnes qui ne se soucient pas de leur cholestérol. Tout le monde doit se soucier du cholestérol. Que l'on soit mince ou un peu fort dans sa santé, le cholestérol, ce n'est pas une histoire des obèses ou pas. Tout le monde est concerné. Allez voir un peu votre généraliste pour voir cela. On a terminé en parlant de l'abus de l'alcool, qui est aussi néfaste pour la santé. Voilà où nous étions arrêtés la fois passée. Ok, merci, c'est vraiment riche. Oui. Alors, nous continuons pour... Est-ce que vous pouvez nous dire les signes qui peuvent alerter, nous alerter pour dire que voilà, là, il y a une crise de l'AVC? Ah, les signes de l'AVC, il y en a beaucoup. Une personne en faisant une crise, un accident vasculaire cérébral, peut avoir des symptômes qui se manifestent sur son corps et tous ces symptômes sont dus à une chose. Vous voyez notre cerveau tel qu'il est là. Le cerveau a des zones différentes et chacune de ces zones mobilise une partie d'effort. Il y a la partie mémoire, il y a la partie motrice, la partie sensitive, il y a chaque partie du cerveau a son rôle. Maintenant, si l'ischémie a lieu au niveau mémoire, ce qui veut dire que la première réaction de cette personne sera, il a un trou, sa mémoire est touchée. Les cellules de la mémoire sont touchées, ils ne sont pas vascularisés, ça se manifestera par là. D'autres personnes, si ça s'est manifesté au niveau motrice, on va constater que cette personne a un problème de mobilité. Il était là en train de bouger, puis du coup, il n'arrive plus à bouger son cou, il n'arrive plus à bouger sa main, il se sent bloqué, il se sent partir. Voilà. Il y a d'autres personnes, on constate juste que la personne a la mâchoire qui commence à aller de travers. Ça part de travers, il n'arrive plus à parler. Tout ça sont des signes. Tous ces signes dépendent de quelle partie du cerveau a été touchée. Parce que quand c'est la tête qui est touchée, la partie gauche qui est touchée du cerveau, c'est la partie droite du corps qui va réagir. Si c'est la partie droite du cerveau qui est touchée, c'est la partie gauche du corps qui va réagir. Et comment expliquer ça? Je vous l'explique comme ceci. J'ai envie de dire, notre cerveau fonctionne à l'envers. Les gauches gèrent la droite. La partie droite, pardon, gère la partie gauche. Voilà. Donc notre cerveau est comme ça. Il y a un chiasme, nous appelons ça les chiasmes dans le cerveau. Il y a une jonction comme ça. Donc nos nerfs fonctionnent comme cela. Si l'AVC a lieu côté gauche et que ça abîme la motricité, par exemple, du patient côté gauche, côté droite, pardon, tel que je montre là, c'est ma droite, ça veut dire simplement que ces patients, s'il sera paralysé, c'est son côté gauche qui sera paralysé. Le cerveau droit est touché, c'est son côté gauche qui sera paralysé. Donc quand on voit une personne devenir paralytique hémiplégique, dans ces cas-là,
paralysé côté gauche, sachez que c'est son cerveau droit qui a été touché. Ok. Wow. Donc c'est comme ça que les AVC, les cerveaux fonctionnent. Et vous avez dit si ça a touché partie mémoire, là on perd la personne, comment elle va-t-elle réagir? Est-ce qu'on perd la mémoire, on ne sait plus reconnaître les gens, ou il y a un problème de parole ou... Alors, donc ça nous ramène effectivement dans les signes. J'ai cité tout à l'heure quelques signes, par exemple, au niveau de la paralysie. La personne perd de la sensibilité, faiblesse de quelques membres. On sent que voilà, la personne était debout, elle n'arrive plus à tenir sur sa jambe, elle n'arrive plus à appuyer. Là, c'est la motricité qui est touchée. J'ai parlé de la parole. Quelqu'un avec qui vous étiez en train de parler, et du coup, il délire. Soit il n'arrive plus à parler, la personne n'arrive plus à parler, soit elle parle de choses non-sens. Alors que vous étiez dans une bonne conversation, vous vous rendez compte que la personne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus logique, il n'est plus cohérent dans ses mots, et il débloque là. Tous ces petits signaux devraient nous alerter. Une personne qui fait l'AVC, si c'est son côté visuel qui est touché, du cerveau, le côté visuel qui est touché, puisque c'est plus à l'arrière du cerveau que se trouvent les cellules qui gèrent notre vision. Si c'est à ce niveau-là, au niveau occipital, cette personne va malheureusement commencer à ne plus bien voir. Eh bien, il voyait, puis du coup, il ne voit plus bien. Parce que ces cellules ne sont plus fonctionnelles. Est-ce qu'il y a eu une nécrose à ce moment-là? Soit dit en passant. Donc, selon les zones qui sont touchées, on aura des symptômes différents. Il y a des personnes qui peuvent être touchées. Vous savez que notre équilibre du corps est géré par la partie du cerveau qu'on appelle le cervelet. C'est juste ici. Voilà pourquoi quand on donne un coup à quelqu'un ici, généralement les personnes tombent. Notre cervelet est juste là, vers la nuque. Si c'est ce côté-là qui est touché, la première chose, c'est que la personne va perdre l'équilibre. Il ne saura plus se tenir sur ses jambes. L'hémorragie, que ce soit hémorragique, AVC hémorragique, que ce soit AVC ischémique, toutes les parties touchées vont entraîner des symptômes en fonction de la partie qui est touchée. Généralement, dans les cas des AVC, les patients ont mal à la tête. Le cerveau, c'est un organe tellement complexe, mais le signal sera là, mal à la tête. Et le mot de tête, souvent on se dit devant, derrière. Parfois la tête ça fait mal, tu sens, tu sais plus où situer. Parfois c'est toute la tête qui fait mal. Parfois c'est de migraine. Et dans les cas des AVC, les mots de tête c'est comment? Alors, on ne peut pas dire que voilà, ça serait un mot de tête par là, parce que ça peut arriver le long de la journée que la personne dise ah, j'ai senti que ma tête elle battait par là. Un autre dit non, ça battait plutôt ici. Un autre, oh, ici là, je sentais un peu, on dirait froid. On ne peut pas sur base de ces sensations là déterminer et dire c'est un AVC ou pas. Non, non. Tout le monde peut avoir une migraine pour une raison ou une autre. Un mot de tête peut survenir pour une raison donnée, voilà, pour la fatigue. Je donne un exemple banal. Une personne peut avoir des maux de tête simplement parce qu'elle n'a pas bu de l'eau. Ah oui. J'en profite pour glisser un petit mot à nos téléspectateurs. Les gens, comme hier j'ai dit, les gens ne boivent pas assez d'eau. Oui. Ils sont dans une classe, par exemple, ils sont à l'école ou au travail, dans un local, très peu oxygéné. Et la personne passe du temps à ne pas boire de l'eau. La personne n'a pas bu. Attends, nous avons notre sang. Et sans que vous oubliez, nous transpirons. La transpiration, là, c'est quoi? C'est de l'eau du corps qui sort. Donc, je n'ai pas bu depuis le matin et je transpire dans la journée naturellement. Donc, l'eau du corps diminue. Donc, la concentration sanguine devient plus forte. Attention. Le sang est normal. Puis, on commence à vider de l'intérieur de ce sang, on le vide de la quantité de l'eau. Ce qui veut dire quoi? Le sang sera beaucoup plus visqueux. Ça veut dire quoi? Et il sera beaucoup plus lourd. Ah, ok, voilà. Il sera beaucoup plus lourd. Il sera beaucoup plus lourd. Non seulement la transpiration, la respiration permet, nous éliminons de l'eau en respirant. Ben oui, il suffit d'être en face d'un miroir ou d'une vitrine. Quand vous faites, vous constatez, quand vous faites comme ça, qu'est-ce que vous trouvez? Il y a une vapeur qui est dessus. Ah oui, quand nous respirons, nous perdons de l'eau. La respiration perd de l'eau.
libère ta vapeur comme ça, tu verras que ça va former une goutte d'eau. Nous respirons, nous perdons de l'eau en respirant, en transpirant. Alors, en médecine ou dans le langage scientifique, la respiration, en plus de la transpiration, on appelle ça la perspication. Les mélanges des deux. Donc, nous perdons des litres de l'eau. D'ailleurs, les patients qui sont en bilan hydrique, quand on fait leur bilan hydrique à la fin de la journée, on vérifie, on met la quantité de la perspiration. Donc, il a éliminé combien en respirant et en transpirant. Donc, tout ça qui élimine la quantité de l'eau, qu'est-ce qui reste? Les sangs qui étaient liquéfiés devient un peu plus alourdi. Et n'oublions pas que ce sang qui est alourdi, il va circuler dans des vaisseaux sanguins. Dans des tout petits vaisseaux qui sont là dans notre cerveau. Et quelles sont les conséquences? Aïe, nous tout passé. Ah, j'ai mal à la tête. Ah, la tête me fait mal. Mon frère, avant de penser à prendre des dafalgan et tout ça, bois d'abord de l'eau. C'est un bon médicament, bois de l'eau. En ce moment-là, quand le volume circulant est normal, la concentration sanguine est normale, on appelle ça l'osmolarité sanguine est rétablie, les maux de tête disparaissent. Donc ne vous précipitez pas forcément à prendre des médicaments comme des arachides, des cacahuètes qu'on veut manger. Pensez d'abord à l'eau. Ok. Wow. Donc ça aussi, c'est voilà. C'est une façon de dire que des personnes qui négligent les maux de tête, oui, les maux de tête, ça peut être dû à plusieurs choses. C'était pour répondre à votre question concernant les maux de tête. Voilà. Ça peut être dû juste au fait qu'on n'a pas bu de l'eau. Ça peut être dû à la fatigue de la journée parce qu'on a beaucoup fait circuler, travailler les cerveaux dans la journée, la concentration, la mémorisation et plein d'autres choses. Parce que même, quand bien même on ferme les yeux, quand bien même on dort, les cerveaux lui continuent à fonctionner. Ah, nous n'avons pas que ce que nous voyons, nous avons d'autres choses à l'intérieur de nous que les cerveaux continuent à gérer. Oui, la digestion par exemple. Parce que moi je gère ma digestion. Le cerveau il les gère tout seul. Dès que ça dépasse là, tout ce qui se fait à l'intérieur, moi je ne les gère plus. Il les gère tout seul. Les muscles les gèrent tout seul. Les nerfs commandés par les cerveaux les gèrent tout seul. C'est les côtés végétatifs de l'être humain. Les côtés qu'on ne contrôle pas. Des côtés qui n'est plus contrôlé par l'homme. J'avais promis hier d'éviter les termes scientifiques. Nous restons dans les termes de tous les jours, de monsieur, madame, tout le monde. Ces côtés-là, on ne les gère pas et c'est le cerveau qui les gère. Wow. Et les maux de tête qui annoncent les AVC, comment vous pensez dénicher vraiment un AVC par un mot de tête? Non, il y a plein d'autres signaux. Croyez-moi, la personne aura aura très mal à la tête, et surtout dans des cas où il y a hémorragie à l'intérieur du cerveau, un AVC hémorragique, la personne aura mal. Il y a plein de risques quand ça saigne à l'intérieur du cerveau. Je vais vous illustrer cela. Le cerveau est dans notre crâne. La boîte crânienne, nous l'appelons boîte, hein, c'est une boîte. Et le cerveau est à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y a pas d'espace. Il n'y a que suffisamment d'espace pour le cerveau seul. Et imaginez un instant, il y a les liquides céphalo-rachidiens qui entourent, donc le cerveau se baigne dans ces liquides céphalo-rachidiens qui a une quantité limitée, prévue pour ce petit espace-là. Le cerveau remplit cet espace-là. Il n'y a pas d'espace pour autre chose. Imaginez un instant que la personne ou le patient fasse une hémorragie, donc un AVC hémorragique. Le sang est en train de couler là-dedans. Il n'y a pas d'espace. Le sang est en train de couler. Le cerveau, il va faire quoi? Ce qui veut dire que le cerveau va être comprimé. Il n'y a pas de place. Il va être comprimé par l'hémorragie qui est à l'intérieur. Et cette hémorragie va détériorer les cellules du cerveau. Ainsi, la personne va se retrouver avec une grosse partie du cerveau endommagée. Pas seulement parce qu'ils sont nécrosés par cette rupture de vascularisation. Donc, il y a eu une ischémie dans la vascularisation, en plus qu'ils n'ont pas reçu nécrose des tissus. Et oui, mais il y a aussi l'hémorragie qui va ajouter les dégâts. Et si cette hémorragie continue, le cerveau n'a pas d'autre choix que de faire un engagement. Qu'est-ce qu'on appelle engagement? Notre crâne, alors je regarde bien les téléspectateurs, quand il y a une hémorragie au niveau du cerveau, c'est très 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 dangereux. Voilà pourquoi en cas d'AVC, il faut faire vite, tout vite, vite, vite.
La personne qui vient de faire la crise d'AVC, si c'est hémorragique, le sang est en train de couler dans le cerveau. Le cerveau n'a pas du tout d'autre place où aller. Il n'y a qu'un seul trou. Un seul trou. Là, partout, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le cerveau n'a qu'un seul trou pour sortir. C'est ce qu'on appelle le trou occipital. Là, à l'intérieur ici, là, c'est le même trou. Donc ici, les trous qui rentrent là, à l'intérieur du cerveau. Donc on peut le voir d'ici, mais je préfère encore le dire ici. Un seul trou. Les seuls trous par lesquels la moelle épinière sort pour aller dans notre dos. C'est les seuls trous. Or, dès qu'on sort du cerveau, c'est les bulbes rachidiens. Et dans ces bulbes rachidiens, c'est notre centre de commande de notre respiration et de notre cœur. Les centres de commande, c'est là. Les QG du battement du cœur et de notre respiration. Ça se trouve là dans les bulbes rachidiens. Maintenant, le cerveau est en train d'être poussé par les seuls trous que nous avons. Suite à cette hémorragie, le cerveau est comprimé, il va forcément chercher une place pour sortir. Il n'y a pas d'autre choix. Il va sortir quelque part. Par où il va sortir? Il va donc comprimer les trous occipitaux. Or, dans le trou occipital, le cerveau va écraser les bulbes rachidiens. Arrêt respiratoire, arrêt cardiaque, décès. Wow. Quelle fatalité. Wow. L'AVC est une urgence vitale. Quand une personne fait un AVC, il faut réagir immédiatement. Appeler du secours immédiatement. Appelez du secours. Ne bricolez pas. Ne faites rien. Appelez du secours. Il y a des gens qui ont été formés pour ça. Il y a des gens qui ont passé des années à l'école, aux études pour ça. Et ils savent comment faire. Ne bricolez pas. La santé d'un humain, ce n'est pas un mannequin, ce n'est pas une poupée. Non, c'est des humains, quoi. Et c'est précieux un humain. Vous comprenez jusqu'où la dangerosité de cet AVC peut conduire. Donc, l'hémorragie, danger parce qu'on peut voir un engagement. Puisque nous parlons de l'hémorragie au niveau du cerveau, mais cela peut arriver aussi dans un accident de la route. Une personne en train de conduire sa voiture, pouf, accident. La tête a cogné contre quelque chose. Il y a ce qu'on appelle la commotion cérébrale. On entend le mot, mais on ne comprend pas trop. La commotion cérébrale, accident de la route, coup de tête, violence dans la route, on t'a donné un coup ici, on dit, ah voilà, la personne a eu une commotion cérébrale. Eh bien, combien les mortels se disent, mais c'est quoi une commotion? Alors, je vais une fois de plus illustrer puisque nous sommes en train de parler du cerveau. Nous reviendrons sur le sujet AVC, mais c'est vraiment des choses qui vont de pair. Quand on donne un coup à une personne dû à l'accident ou un coup violent dans une bagarre, le cerveau, imaginez, je vous ai dit qu'il baigne dans du liquide qui est le liquide céphalorachidien. Quand on tape ici à la personne, on lui donne un coup ici, au niveau de la tête, qu'est-ce que le cerveau va faire? Imaginez, il est dans un liquide, le cerveau, et l'espace est limité. On tape quelqu'un ici, le cerveau, il va aller frapper ici derrière. Vous comprenez? Je vous donne l'exemple d'un avocat. Vous prenez un avocat qui est mûr, vous faites pataka à l'intérieur, ça fait bloc, bloc, bloc. En fait, quand vous avancez l'avocat par là, les noix à l'intérieur tapent dans le sens inverse. Ah bon? On fait ça et voilà, donc ça fait bloc, bloc, bloc. Effectivement. Donc quand une personne, lors d'un accident ou d'une violence, on lui donne un coup ici, pouf, le cerveau va aller taper dans le sens inverse du coup. Et c'est là qu'il y aura les chocs. Et c'est là que le cerveau va saigner. C'est là qu'il y aura l'hématome. C'est là qu'il y aura l'hémorragie. Et entraînant des conséquences de l'hémorragie cérébrale. Wow. Généralement, quand le cerveau est fortement secoué, Dieu a tellement bien fait les choses, quand le cerveau est fortement secoué, il s'est mis en stand-by pour se protéger. En stand-by, donc, et dans ces cas-là, comment il se protège. On perd connaissance alors. On perd connaissance. Voilà pourquoi, généralement, quand on va à l'hôpital et qu'une personne a fait une grosse chute ou un accident, souvent, le monde médical demande, est-ce qu'il avait perdu connaissance? Ça indique en même temps les degrés de la violence. Est-ce que le cerveau a été mis en veille? Pendant combien de temps? Est-ce que les cellules ont été nécrosées pendant ces moments? Est-ce qu'il y a eu... Ça renseigne sur beaucoup de choses.
Bon, on ne va pas mettre à nu les secrets de la médecine ou des infirmiers ou tout ça, non. Nous restons dans le cadre des AVC. Le but de cette émission, c'est vraiment pour instruire, prévenir des personnes, qu'on puisse savoir notre corps il fonctionne comment, pour éviter des dégâts. L'ignorance fait que des personnes commettent des erreurs parfois qui sont fatales. Ok, nous avons une question. Je vous en prie. Ouais, merci docteur. En fait, j'ai une petite question. Je vous en prie, appelez-moi pasteur. Merci pasteur. Merci beaucoup. Voilà. Nous sommes à la maison avec des amis. Et alors du coup, un ami vient de faire une crise, un infarctus, donc AVC. On appelle les secours. Et avant l'arrivée des secours, que faut-il faire? Merci. Très très bonne question. Vous m'avez anticipé, j'allais poser cette question. C'est bien ça. Vous êtes dans un endroit où vous ne vous attendiez pas, certainement pas, à cet accident-là. Et la personne a fait une crise d'AVC. La première chose à faire, mettre la personne en sécurité. Observer la personne manifeste quels symptômes. Admettons que la personne n'arrive plus à parler. La personne n'arrive plus à bouger. La personne s'affale donc. Première réaction, si vous êtes nombreux, l'un appelle les secours immédiatement. L'autre essaye au mieux d'aider la personne à maintenir sa respiration. Quand je dis l'aide à maintenir sa respiration, c'est en faisant quoi? Si la personne est consciente, en chutant, la personne s'est allongée, elle réagit quand même, alors on va mettre la personne en position latérale de sécurité. Première chose à faire. C'est quoi cette position latérale de sécurité? La personne qui tombe, vous ne savez pas ce qui s'est passé, la personne est tombée. Ce qui tue les gens, souvent et très vite, c'est l'arrêt respiratoire. La personne ne respire plus. Toutes les cellules de nos corps ont besoin de l'air, de la respiration, de l'oxygène. Donc il faut d'abord aider la personne à continuer à respirer. On ne sait pas, vous êtes là, tout le monde est profane, on ne s'y connaît pas, l'un de nôtres tombe. Si la personne en tombant reste quand même consciente, mais j'arrive plus à voir, ma main, j'arrive plus à bouger. Ok, on les met directement dans le PLS, position latérale de sécurité. C'est quoi le PLS? Dans les régies, nos bien-aimés ils mettront l'image de position PLS, je vous les montrerai tout à l'heure. On met la personne sur les côtés. On l'allonge sur les côtés latérales. Vous comprenez? La main derrière sa tête. Les pieds inférieurs, le pied du côté qu'on va tourner la personne, allongé, et l'autre pied plié dessus. On les met sur les côtés. De manière à ce que si cette personne a du mal à respirer, par cette position-là, peut continuer à respirer. Si cette personne vomit ou renvoie parce que l'AVC a touché les cerveaux, la personne peut vomir. C'est parmi les symptômes d'ailleurs, des vomissements, l'envie de la nausée et tout ça. Alors en ce moment-là, en mettant la personne dans cette position, même ses propres salives peuvent l'étouffer si on ne fait pas ça. Ses propres salives peuvent l'étouffer. En les mettant dans la position PLS, la personne peut éviter de faire des fausses routes ou de s'étouffer. La personne peut continuer à respirer sans problème. Même si elle vomit, ça partira par là. Il n'y a pas de souci en ce moment-là. Quand je dis pas de souci, ça veut dire que position PLS, on attend l'arrivée des secours. Première chose à faire, c'est ça. Une personne appelle les secours, l'autre met les concernés en PLS. Si la personne est inconsciente, on vérifie l'état de conscience de la personne. Vous me direz comment vérifier l'état de conscience de la personne. Admettons que la personne s'appelle Emma. Emma, vous l'appelez. Emma ne réagit plus. Emma ne réagit plus. Par l'appel, les sons, il ne réagit pas. Ça montre un niveau d'inconscience ou du coma. Ça montre un niveau, il est plongé là. Alors, vous passez à l'étape suivante. Vous venez à côté de lui. Admettons qu'il est là, Emma. On tape des mains à côté de ses oreilles. Emma. Il ne réagit toujours pas. Passez à la troisième vitesse. Vous le prenez par les épaules. Il est allongé. Hein? Vous le secouez. Emma.
Emma ne réagit toujours pas. Vous en déduisez que la personne est dans un état d'inconscience. Parce que vous avez essayé de les stimuler par les sens, la personne ne réagit pas. Ceux qui sont de la profession, ils peuvent aller jusqu'à provoquer une certaine douleur chez les patients pour savoir. Ça, je ne conseille pas aux téléspectateurs. C'est uniquement les gens qui sont de la profession. Ils peuvent pincer l'ongle de la personne, appuyer sur l'ongle, parce que c'est douloureux, et on peut voir si la personne réagit par un mouvement de douleur. On saura alors dans quel degré d'inconscience la personne est plongée. Après ça, si la personne est toujours inconsciente, alors on comprend que l'inconscience ou le coma s'est installé. On doit vite passer à la vérification de la respiration. On l'appelle, elle ne respire pas. On vérifie les stimulations, la personne ne réagit pas. Alors il faut vite vérifier, est-ce qu'il respire toujours? Est-ce qu'elle respire toujours? Qu'est-ce qu'on fait pour vérifier ça? Vous vous approchez de ses voies respiratoires, donc de son nez. Vous vous approchez au plus près, vous allez sentir la respiration de la personne. Non seulement que vous observez les visuels, la symétrie thoracique, mais vous vous approchez également au plus proche pour sentir les vents, l'air qui sort de son nez. S'il n'y a pas de respiration, alors vous savez quelle information donner au secours quand vous avez téléphoné. Non, nous avons ici une personne inconsciente. Ils savent qu'elle est inconsciente et qu'il ne respire plus. Et nous allons lancer alors le massage cardio-respiratoire pour les sauver. Est-ce que tout le monde peut le faire? Écoutez, la personne a fait l'AVC. Le service du secours va venir et vous allez les laisser comme ça. Vous ne connaissez pas ce qui s'est passé. J'ai bien dit, vous êtes dans un milieu profane. Les premières choses à faire, les premiers gestes à faire, les premiers gestes du secours, quels que soient les drames qu'il y a eu, c'est d'abord essayer de sauver la personne. Sinon, c'est non-assistance des personnes en danger. Apporter les premiers secours, c'est celui-là. On met la personne en sécurité en cas de PLS. On les met en PLS en cas de respiration et de la conscience. La personne est encore consciente. On les met dans cette position-là. On appelle les secours. Ils viennent, ils font leur travail. Si la personne n'est pas consciente, on vérifie l'état de conscience confirmé. Elle n'est vraiment pas consciente. 2, on vérifie la respiration de la personne. On stimule pour voir... Voilà. La respiration vérifiée, la personne n'a pas la respiration, n'a pas de respiration, alors on lance les massages cardiaques. Comment le faire? Les massages cardiaques, pour les profanes, ben, c'est l'occasion de le dire. On ne peut pas faire une illustration ici, on n'a pas un mannequin, on n'a pas un volontaire non plus. Mais ce qu'on va faire, c'est quoi? La personne s'allonge, vous l'allongez. Décubitus dorsal, ça veut dire décubitus dorsal, ça veut dire la personne a les dos par terre. Allongé. Vous vous agenouillez à côté de la personne, vous mettez votre poignet ici, le bas du poignet, sur son sternum, c'est-à-dire au milieu de sa poitrine. Vous placez et l'autre bras au-dessus. Je précise, on met la pointe ici, sur les sternums, et on place l'autre main au-dessus. Et on appuie. On n'appuie pas très fort, doucement, non. On n'appuie pas trop fort, non. Mais on appuie dans le mouvement de la respiration pour aider la personne, aider ses poumons et son cœur à battre. Donc on fait un massage cardiaque à un rythme, je dirais, pas une pompe par seconde. Une pompe par seconde, ça va faire 1, 2, 3, non. On va faire le genre de pompe 1, 2, 3, 4. C'est comme un tempo comme ça, voilà. Ces tempos-là, c'est vraiment un tempo, on dirait un tempo musical. 1, 2, 3, 4. 30 pompes, 2 insufflations. 30 pompes, 2 insufflations. Vérifiez auprès du monde médical, ils vont vous dire, c'est 30 pompes, 2 insufflations. Ça veut dire quoi? Vous pompez 30 fois, vous arrêtez, vous soulevez la mâchoire de la personne, et vous bloquez ses narines, vous voyez la scène. Soulevez la mâchoire. Pourquoi? Pour dégager l'épiglotte et que la personne puisse, en soufflant, la voie respiratoire soit dégagée.
Si sa tête est comme ça, vous soufflez, l'air ne va pas dans ses poumons. Pour que l'air aille dans les poumons, vous devez absolument soulever la mâchoire, l'épiglotte est dégagé, vous bloquez son nez et vous soufflez dans sa bouche une fois, 2 fois et vous reprenez les massages cardiaques. Vous continuez à faire ça. Parfois, ça peut être épuisant parce qu'on les sent parfois là. Et vous pouvez vous échanger avec une autre personne, vous dites voilà, vous relayez, je voulais dire. Et la personne relaie, reprend les dessus jusqu'à ce que les secours viendra. Ne bricolez rien, ne faites rien, vous n'êtes pas du monde médical. Laissez aux professionnels faire leur travail, ils ont été formés pour ça. Voilà. Ça, c'est des petits conseils qui sont par contre très précieux et qui peuvent sauver des vies. Amen, j'ai envie de dire Amen. Je vous en prie. Vraiment, ça c'est une délivrance. Ah oui, en plus, l'Église, nous avons pour vocation d'éduquer. L'Église a aussi les rôles éducatrices. Et éducateur, pardon, il doit éduquer les chrétiens, il doit apprendre aux personnes. Mais malheureusement, nous avons laissé et vraiment ignoré les côtés médecine, médicale dans les milieux ecclésiastiques. Il y a très peu de personnes du monde médical, du corps médical, qui s'intéressent encore à des communautés chrétiennes ou autres. Pourtant, c'est des humains qui y vont. Et ces mêmes humains-là qui tombent malades, qui vont dans les hôpitaux. Donc, il est bon de leur apprendre ces genres de choses, que les personnes sachent, ok, en cas de telle crise, comment nous pouvons réagir. Pas comment nous pouvons soigner. Vous n'êtes pas des soignants, vous n'avez aucune compétence pour ça. Allez auprès des personnes compétentes, mais avant ça, voilà les petits premiers secours que vous pouvez apporter par exemple. Merci pasteur, merci, c'est vraiment très pertinent. Dommage qu'on nous signale que l'État est parti. On touche à son terme. Voilà, c'est bien dommage, vraiment dommage avec tout ça, mais je sais que le peuple de Dieu, nous tous, nous avons reçu vraiment de l'information qui nous servira, qui va nous booster dans notre avenir. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est ici que nous allons mettre fin à cette édition. Vous pouvez réagir via les réseaux sociaux, vous avez des questions, posez-nous vos questions, vous avez des suggestions, vous voulez qu'on vous parle d'un thème précis, vous pouvez toujours nous les suggérer via les réseaux sociaux ou via les numéros qui vont s'afficher au bas de l'écran. Alors, nous allons nous quitter ici. Je vous promets encore une 3e émission pour la suite parce que il me semble que ce sujet prendra plusieurs séances. Voilà, je dis merci au pasteur, merci beaucoup. À moi de vous remercier. Oui, voilà, je n'oublie pas ceux qui ont été derrière nos caméras. Je vois papa Clément Kipoy, papa Mario Pedro et papa Emma Manzani. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Au revoir.